tous, bienvenue sur ce webinaire où on va parler de l'investissement immobilier en Afrique. Donc la présentation, elle va durer à peu près 30 minutes. Et si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez les poser via un onglet QR. On y répondra en fin de présentation. Donc, je vais faire une présentation rapide de ce que c'est Repat Africa, qu'est-ce qu'on fait. Donc nous, on est une ONG et on a pour mission de promouvoir, défendre et concrétiser l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique. Donc on a commencé par une newsletter pendant le confinement, donc au mois de mai. Et maintenant, il y a 3100 personnes qui la suivent et depuis septembre, on a lancé l'adhésion, donc qui donne accès à des services supplémentaires comme un fonds d'investissement pour financer les projets des membres, des webinaires réservés aux membres, une plateforme de formation en ligne, une application mobile et des événements dédiés. Et là, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Yao Attignon, qui est le président de Wizodia, et il va nous expliquer comment sécuriser nos investissements immobiliers en Afrique. Merci Cara, vraiment merci à toi de m'avoir invité pour que je puisse partager mon expérience et surtout les conseils que je peux donner sur l'investissement immobilier en Afrique. Je vais me présenter, je m'appelle Yao Attignon, donc je suis le fondateur de Wizodia. Qu'est-ce qu'on fait? On a une seule mission, c'est de sécuriser les projets immobiliers de la diaspora parce que tout part d'une expérience malheureuse que j'ai vécue et que bon nombre de personnes aussi ont partagé. Quand on est à l'étranger, surtout, qu'on fait partie de la diaspora et qu'on veut investir en Afrique, on tombe souvent sur plusieurs freins et plusieurs difficultés. Pour lever ces difficultés et ces ambiguïtés que j'ai décidé avec quelques associés de créer Wizodia, qui est vraiment une société pour sécuriser les projets immobiliers en Afrique. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comment investir dans l'immobilier en Afrique en toute sécurité. Moi, je vais beaucoup parler des pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi du Cameroun, pays de l'Afrique centrale. Donc, sachant que nous, aujourd'hui, on est dans 5 pays, donc la Côte d'Ivoire en premier, le Togo, le Bénin, le Sénégal et le Cameroun. Donc, sont des pays dans lesquels on preste nos services. Vous êtes ici parce que vous êtes intéressé par l'immobilier en Afrique, donc parce que vous tous, vous savez que l'Afrique dispose d'un fort potentiel, que ce soit en termes humains. Dans 20 ans, il y aura plus de la moitié de la population africaine qui va habiter dans les villes. Donc, du coup, il y a une forte demande de logement, une forte demande en termes d'immobilier, et c'est le bon moment pour investir. On est aussi face à une population qui est jeune et surtout un taux de croissance important. Il faut savoir que sur les 10 pays au monde qui ont un plus fort taux de croissance, 6 sont en Afrique. Donc, du coup, nous savons que ce marché en forte croissance est bénéfique pour les investissements immobiliers. Et il est normal de vouloir en profiter, en tirer parti pour son portefeuille ou pour planifier son avenir. Mais ceci dit, la réalité de la construction ou de l'investissement immobilier en Afrique, on a plusieurs difficultés. Okay. Déjà, il y a au niveau, on va les énumérer très rapidement parce que tout le monde partage à peu près cette expérience. C'est-à-dire au niveau du foncier, il y a 7 procès sur 10 qui sont liés au foncier en Afrique. Donc, tout ça parce qu'on a des problèmes de cadastre, il y a des problèmes de traçabilité au niveau des documents. Donc, il y a les démarches administratives qui sont vraiment floues et qui ne sont pas très diffusées, qui ne sont pas connues par tout le monde. Donc, au-delà de ça, on a aussi une floraison du secteur informel. Donc, on fait appel pour son projet immobilier, pour la construction, à des agences ou à des sociétés qui ne sont pas agréées par l'État. Donc, du coup, qui n'ont pas le personnel qualifié, qui n'ont pas la main-d'œuvre adéquate, qui n'ont pas le savoir-faire parce qu'ils ont appris, comme on dit, sur le tas. Donc, la qualité des finitions, la qualité des matériaux, et surtout l'authenticité des documents qu'ils donnent, qui souffrent vraiment de garantie ou bien d'assurance. Tout cela combiné au fait qu'on n'est pas sur le chantier, qu'on n'est pas sur place, on fait partie de la diaspora, donc du coup ça rajoute une difficulté sur le suivi
du chantier, de tous nos chantiers, aller sur place, poser des congés, prendre quelques jours pour aller suivre les chantiers, faire des allers-retours. Donc, il y a des retards, les projets n'avancent pas. On confie le projet à sa famille ou bien à des amis qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas l'habilitation, qui n'ont pas l'agrément. Donc, forcément, on tombe sur des mauvaises expériences. On a des terrains qu'on achète, mais on s'aperçoit plus tard que c'est vendu à 3, 4, 5 personnes qui ne peuvent pas avoir de titre foncier. Les maisons ne sortent pas de terre. Il y a des retards et tout. Donc, du coup, on va aborder toutes ces difficultés-là, pour voir comment on peut les lever, comment on peut se prémunir de cette ambiguïté et surtout, comment bien débuter. Comment bien débuter, ce qu'il faut faire, les points d'attention pour sécuriser l'investissement immobilier en Afrique. Pour se lancer, il y a une première règle. C'est sécuriser chaque démarche, c'est-à-dire éviter de prendre des raccourcis, confier ses projets immobiliers à des professionnels et suivre en fait les démarches que je vais expliquer. Quand on parle d'investissement immobilier, on pense tout d'abord à l'achat de terrain, puis à la construction et ensuite à la location ou à la gestion, proprement dit, à la valorisation de cet achat ou bien du bien immobilier. En premier lieu, la sécurisation de l'achat de terrain. Donc, je veux acheter un terrain en Afrique. Donc, il y a des points clés de vigilance. La première façon de sécuriser, c'est de s'assurer déjà de l'identité du propriétaire. C'est-à-dire, est-ce que celui qui vend le terrain, celui qui est face à vous, celui qui prétend être propriétaire du terrain, est bien le propriétaire du terrain, est bien le cédant. Donc, il faut s'assurer évidemment des documents qu'il aura à présenter. C'est-à-dire que les documents administratifs, que ce soit une attestation villageoise, un titre de propriété ACD ou en Côte d'Ivoire, ou bien un titre foncier, un droit tampon au Togo, un bail ou une délibération, ou bien un titre foncier au Sénégal, il faut s'assurer que c'est monsieur X qui est immédiatement propriétaire du terrain. Pour cela, il y a des vérifications à faire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, donc du coup, il faut vérifier le régime de propriété du terrain. On a plusieurs niveaux de titres de propriété dans la plupart des pays africains. L'exemple de la Côte d'Ivoire, on a l'attestation villageoise qui est un titre de propriété qui est délivré pour les terrains qui sont souvent en périphérique, en grande banlieue. Donc, on peut faire l'estimation, l'approximation comme ça. Donc, c'est l'attestation villageoise ou bien la lettre d'attribution. Donc, du coup, c'est le premier titre de propriété, d'identification du terrain. Ce titre de propriété-là, il faut le vérifier. Donc, la vérification se fait au niveau des autorités qui ont délivré ce titre de propriété. Donc, je m'explique. Pour l'attestation villageoise ou la lettre d'attribution, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est auprès de la collectivité, de la commune ou bien du village qui a délivré, en fait, ce document-là. Donc, chaque document, chaque type de vente, le premier type de vente que vous allez recevoir ou bien que le vendeur va vous montrer, il va falloir faire les démarches de vérification. Pour savoir si c'est bien ce vendeur-là, bien sûr avec ses pièces d'identité, qui est propriétaire de ce terrain. Ça paraît basique, ça paraît idoine, mais on est face, malheureusement dans nos contrées, à des intermédiaires qui disent oui, c'est mon père, le terrain appartient à ma famille depuis X temps, que j'ai l'habilitation de le vendre, le droit. Donc, tout ça, ce sont des informations qui peuvent prêter à défaut et qui peuvent ensuite entraîner des litiges. Sur les terrains qui appartiennent à des collectivités, les terrains qui appartiennent à un groupement de familles, il faut vérifier si le cédant
est bien habilité, a le mandat, en fait, l'autorisation de la collectivité, de la famille, de vendre le terrain. OK, donc du coup, là, il y a un mandataire, un document notarié, je dis bien notarié, qui doit mentionner le mandat et l'habilitation de celui qui vend le terrain. Parce que souvent, les terrains sont les premiers propriétaires, ce sont les familles ou les collectivités. Donc, du coup, c'est ce niveau de vérification première qu'il faut vraiment effectuer. Quand on achète un terrain, il y a aussi des réflexes à avoir, c'est aussi le régime matrimonial du cédant. C'est-à-dire, monsieur Ouattara, par exemple, il est bien propriétaire, mais il est propriétaire marié. Donc, il faut voir si ce bien-là rentre dans la collectivité des biens découlant de son contrat de mariage. OK, donc, parce qu'il doit être habilité donc, à faire cette vente-là au vu et au su de sa compagne ou de son conjoint. OK, donc du coup, ça rajoute en fait une couche de sécurisation nécessaire pour pouvoir éviter que demain, il y a des réclamations, des demandes des ayants droit qui sont des demandes légitimes et qui vont bloquer votre procédure d'acquisition du titre foncier pour mettre en fait les documents à votre nom. On va maintenant évoquer le terrain en lui-même. Donc, le terrain en lui-même, il doit faire partie d'un lotissement agréé. C'est-à-dire que le terrain ne doit pas faire partie d'un lotissement anarchique. C'est-à-dire que l'État doit approuver. Donc, il y a des autorisations qui sont délivrées par les administrations, OK, pour dire que, tiens, ce terrain de 500, 300 ou 400 mètres carrés se trouve dans un lotissement qui est approuvé. C'est-à-dire il y a eu un plan de masse, un schéma directeur qui trace les routes, qui définit les réserves administratives, okay, les écoles, les emplacements des marchés, là où la route va passer et les délimitations en fait de chaque zone habitable pour ne pas faire face demain à des terrains qui se retrouvent sur une voie d'administration ou bien des zones non constructibles et ne pas avoir la possibilité d'avoir un permis de construire ou bien de voir sa construction détruite. Donc, du coup, il faut s'assurer que le terrain se trouve dans une zone, dans un lotissement agréé. OK? Et ça se vérifie assez rapidement auprès du cadastre ou bien de la conservation foncière de la commune ou bien de la zone administrative d'achat. C'est très important parce que la plupart des terrains qu'on achète dans les zones ou dans les endroits reculés, vu que ce sont des terrains qui proviennent de zones agricoles qui sont réhabilitées par des ouvertures de voies ou par qui sont, je vais dire, mangées par la ville. Donc, du coup, l'aspect d'avoir un lotissement approuvé par l'administration est très important parce que vous ne pouvez pas avoir un permis de construire sur un terrain qui ne fait pas partie d'un lotissement approuvé. OK? Parce que le permis de construire, ça veut dire que le dossier que vous allez montrer respecte des normes d'urbanisation. Pour que ça puisse respecter ces normes d'urbanisation, il faut que ces règles d'urbanisation soient définies. Donc, du coup, il faut que le logement, le terrain fasse partie de ce lotissement approuvé. Et enfin, il y a l'état administratif du terrain, c'est-à-dire il faut demander un document qu'on appelle l'état domanial, qui est demandé au niveau du ministère de la construction pour la Côte d'Ivoire, notamment de la conservation foncière, du cadastre pour le Sénégal, qui prouve que le bien, il a ce type de propriété et qu'il est affecté à ce type de propriétaire. Donc, en fait, c'est comme une carte d'identité du terrain, c'est l'état domanial qui vous dit oui, effectivement, ce terrain dispose de ce type de propriété et le propriétaire est monsieur Karadiabi qui est mentionné et qui est connu des registres. C'est très important d'avoir cet état des lieux, en fait, ce document du terrain
qui permet vraiment de sécuriser les acquisitions qui sont effectuées auprès de particuliers. Pour les acquisitions auprès en fait de sociétés, donc du coup là il y a les documents que je vous ai mentionnés en amont, c'est-à-dire que l'approbation du lotissement et puis le titre de propriété initial qui est demandé. Pour finir, au niveau de la sécurisation de l'achat du terrain, auparavant, ce sont toutes les transactions étaient de gré à gré, de main à main, et il n'y a pas de traçabilité. Cela a impliqué le taux de procès que je vous ai mentionné. Pour tout terrain que vous allez acheter, il faut aller au bout des démarches administratives pour avoir le titre de propriété qui fait foi dans le pays. Soit un ACD si c'est en Côte d'Ivoire, un titre foncier au Cameroun, un titre foncier au Sénégal ou un bail. Il faut faire les démarches en fait administratives pour faire de la mutation. Ok, la mutation, c'est-à-dire que changer le document de propriété du terrain en votre nom. Ok, donc et ça doit se faire avant d'entamer toute démarche de construction sur le terrain. Il faut que le terrain ait un document officiel, ok, à votre nom, avant d'entamer toute démarche. Je résume les 3 points, c'est le propriétaire, l'état administratif du terrain et puis l'état des droits en fait de propriété sur ce terrain-là. Cela vous permet d'éviter les doubles ventes, qui est vraiment un fléau qu'on retrouve dans nos contrées. Parce qu'une fois le titre de propriété obtenu via des moyens légaux, c'est-à-dire il faut éviter de prendre un raccourci, comme on le sait. Voilà, souvent dans l'administration, oui, moi je connais le sous-préfet, je connais, on fait des dessous de table pour avoir des documents qui ne sont pas authentifiés. Donc vraiment, ça c'est vraiment un point d'attention. Il faut partir du fait qu'il s'agit d'un investissement immobilier, donc du coup d'un projet pour le futur et prendre ses précautions au préalable. Au niveau de la construction, là, il y a 3 aspects qui rentrent en jeu. Il y a le prix, le délai et puis la qualité. Parce que ce qu'on retrouve, en fait, les défauts qu'on constate, c'est soit les maisons ne sont pas de qualité, ok, on rentre dans un bien, il y a des défauts de finition, il y a des fissures qui apparaissent au bout de quelques mois et il n'y a pas, en fait, de garantie. Donc, c'est pour ça que déjà, il faut s'assurer que le constructeur est un professionnel agréé par les autorités locales. Okay. Cela se fait simplement en passant déjà dès la phase de construction par un architecte et un cabinet d'études. Un architecte permet en fait de concevoir son projet de A à Z. Et quand je parle d'architecte, je ne parle pas de ceux qui savent utiliser un logiciel d'architecture ou bien de dessinateur, comme on l'appelle. Okay. C'est un architecte qui est habilité par l'Ordre national des architectes du pays, qui va faire en fait la conception de votre projet. Et c'est lui aussi qui va demander le permis de construire, ok, avec son dossier technique qu'il va réaliser. Le dossier qu'il va réaliser permettra de faire déjà le plan, de vous donner de la visibilité sur la qualité et de l'ouvrage qui sera construit. Il est important de ne pas construire sans permis de construire. Ça pour les raisons que je vous ai citées, c'est-à-dire que déjà pour que votre bâtiment respecte les normes d'urbanisation, en fonction de la localité, on ne peut pas trop rentrer dans le détail, mais en fonction des zones, des fois il y a des réglementations comme le taux d'occupation du sol, c'est-à-dire un terrain de 500 mètres carrés, on peut construire peut-être à 60% de ce terrain-là, donc on ne peut pas construire sur tout l'étendue du terrain, on peut construire à des hauteurs de 4-5 étages en fonction de la zone. On peut construire par rapport à la voie distance de 2-3 mètres ou bien 10 mètres en fonction vraiment de la localité, de la zone. Donc, du coup, toutes ces normes permettent, et le fait de passer par l'architecte permet vraiment de respecter ces règles d'urbanisme et d'avoir en fait un bien qui ne sera pas taxé après par l'État ou voire même détruit.
OK, donc du coup, vous protégez votre acquisition. L'architecte collabore avec un cabinet d'études parce qu'il y a le plan qu'on connaît, le plan de répartition des pièces, des chambres, des salons, mais surtout le plan technique, les normes techniques, c'est-à-dire le dimensionnement des fondations. OK, on a vu malheureusement ces derniers temps, il y a beaucoup des accidents, des bâtiments, des immeubles qui s'effondrent parce que forcément les fondations ne sont pas bien faites, les piliers ne sont pas bien dosés et tout. Et ça, c'est parce qu'on a raté cette étape de conception où on a confié son projet à un maçon ou à un tâcheron qui s'est posé une brique sur l'autre. OK? Vraiment, cette phase de conception-là est nécessaire pour pouvoir assurer la solidité du bien dans le futur. Ça permet au cabinet d'études lors de la construction de faire des vérifications. Il faut demander aux constructeurs, OK, est-ce qu'ils ont une garantie décennale que nous exigeons pour nos partenaires. Une garantie décennale, c'est 10 ans sur la structure. Pour avoir cette garantie-là, il faut évidemment que le projet soit conçu par un architecte et surtout le chantier suivi de A à Z par son cabinet d'études qui va valider les normes de construction et donner son accord pour la délivrance de la garantie décennale. Une garantie 10 ans sur la structure. Donc, du coup, là, vous avez une sécurisation sur la construction et sur le bien. On est au niveau de la qualité. OK. Ensuite, au niveau du délai, on trouve malheureusement dans plusieurs projets des chantiers qui n'ont pas de fin, c'est-à-dire qui ne sont pas délimités dans le temps. Ou soit on fait appel à des promoteurs plus ou moins sérieux qui commencent une promotion immobilière avec des milliers de logements et forcément, il y a des retards. C'est dû souvent au fait que quand il y a plusieurs types de logements, le promoteur est dans l'obligation de recueillir le financement de tous les souscripteurs afin d'avancer sur le chantier. Donc, il suffit qu'il y ait des problèmes de financement de la part de quelques souscripteurs ou bien de l'État, s'il y a l'État qui a une participation dans ce lotissement, que le retard impacte toute la promotion immobilière. Donc, du coup, il y a des chantiers qu'on voit dans plusieurs pays, des promotions qui sont prévues pour une livraison en 2015 et qu'on n'a pas encore à ce jour. OK? Donc, du coup, pour un projet d'investissement pur, il faut plutôt tabler sur un projet où vous maîtrisez de A à Z le financement. OK, donc du coup, ça vous permet de maîtriser de A à Z le rythme d'avancement des travaux. Donc, orienter plus votre investissement si c'est la construction, c'est sur un projet individuel. Donc, vous achetez, il y a le terrain et la construction. L'évolution du chantier dépend uniquement de vous, de votre trésorerie, de votre financement. Lorsque l'architecte a fini la phase de conception, OK, il faut veiller à ce qu'il ajoute un chronogramme des travaux, c'est-à-dire un calendrier d'avancement des travaux, un calendrier prévisionnel qui vous donne de A à Z, en fait, le délai de construction sur lequel vous allez donner votre accord en fonction de votre projet, en fonction de votre trésorerie. Et c'est un contrat que vous allez signer, un contrat de construction que vous devez obligatoirement signer pour votre projet immobilier. Cela permet de définir les délais d'avancement et surtout les délais de paiement. Vous investissez selon un rythme qui est prédéfini. En fonction du rythme des travaux, fondation, levée des murs, étanchéité et autres, vous avez le rythme qui est établi dès le départ et le financement qui suit. Ça vous permet d'évoluer pas à pas, mais surtout d'avoir des jalons de contrôle. Au niveau du prix, il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte au niveau du prix. La gamme de la construction, soit on est sur de l'économique, du moyen standing ou du haut standing, qui est déterminé par le type d'investissement souhaité. Donc, effectivement, si on s'adresse à une clientèle de niche ou bien une clientèle qui a des exigences de bien-être en termes de confort élevé, donc il y a un impact sur le projet dès le départ en termes de matériaux de finition, en termes d'infrastructures
à mettre en place sous forme des matériaux, des carreaux, ou bien même des services conciergerie, gardiens et autres. Donc, du coup, il faut établir en fait le projet dès le départ, à qui on s'adresse, dans quel quartier on est, populaire, est-ce qu'on s'adresse à des étudiants, est-ce qu'on fait de la location meublée, est-ce qu'on fait de l'achat-revente. Voilà, tous ces critères-là permettent vraiment de définir le niveau de standing pour votre investissement immobilier, pour ne pas se retrouver avec un bien qui n'a pas en fait les fonctionnalités que vous avez prévues. Donc ça, on a les 3 aspects, prix, délai et qualité. Sur la sécurisation de la construction, il y a un point qui est important, c'est la garantie d'achèvement. Cette garantie que nous vraiment couvre en fait avec des cautions bancaires qu'on demande à nos partenaires. Ces partenaires-là, ils fournissent en fait une caution bancaire qui couvre l'étendue du projet, qui dit qu'en cas de défaillance, du coup, c'est la banque qui va couvrir ce risque et qui va terminer les travaux. Donc du coup, il est vrai que tous les constructeurs ne proposent pas ça, mais dans un projet immobilier, il faut s'assurer en fait de ces différentes garanties et toujours passer par un contrat notarié pour les transactions. Un contrat notarié, c'est très important parce que ça vous permet en fait de faire valoir vos droits et surtout de borner les termes de construction ou bien les termes d'achat qui sont définis au préalable avant de verser le premier financement. Quel que soit le chronogramme financier, il faut veiller à ce qui est un contrat notarié dans le process et qui scelle les conditions d'achat, les conditions de construction. Et quand on parle d'investissement immobilier, tout le monde pense au classique, j'achète ou bien je construis une maison pour faire de la location longue durée. Avant ça, ça c'est la méthode la plus simple et la plus connue. Mais il ne faut pas éviter de penser à d'autres biais d'investissement immobilier, l'achat-revente. L'achat-revente, c'est-à-dire vous achetez un bien ou bien vous faites construire un bien dans le but de revendre ce bien à très court terme. Il y a des projets qu'on peut mener avec des budgets un peu plus conséquents, où on a l'exemple que je vais vous donner, il y a un terrain qui vaut 30 millions à Bingerville. On construit un immeuble R+4. L'immeuble vaut 400 millions de francs CFA. L'immeuble contient 16 appartements qu'on vend chacun à 50 millions. Donc, du coup, la construction plus le terrain, on est à 430 millions de francs CFA. La vente de chaque appartement va rapporter 50 millions. Donc, 16 fois 50, ça va donner 800 millions de francs CFA. Donc, on obtient un gain de 350 000 francs CFA. Un exemple que je vous donne, un exemple concret pour vous donner en fait la rentabilité qu'on peut avoir sur des opérations pareilles. De manière un peu plus modeste, il faut savoir que le taux de rentabilité en moyenne est de 8%, 7 à 8% au Cameroun, rentabilité brute. Le taux de rentabilité, comment ça se calcule en fait? Ça se calcule simplement avec le loyer et puis le coût de l'investissement. Supposons que vous avez construit ou bien vous allez acheter une maison à 30 millions de francs CFA que vous louez à 300 000. Donc, du coup, vous faites 300 000, le loyer, fois 12, divisé par le coût d'achat, d'acquisition, fois 100. On obtient, dans mon exemple, 12%. Donc, c'est comme ça qu'il faut calculer le taux de rentabilité brut. Effectivement, on ne peut pas donner de taux de rentabilité moyenne, parce que ça dépend de l'emplacement du projet et du niveau de standing. Quand on a un projet de construction aux Almadies ou bien ailleurs, ce n'est pas le même projet qu'on a à Dougar ou à Dias, en fonction de la cible, qu'il faut faire en fait une petite étude de marché que nous on propose pour pouvoir savoir si la zone est rentable pour ce type d'investissement
précis. Surtout quand les montants sont élevés, surtout sur des projets où vous allez investir, on va dire, 200 000 euros, 300 000 euros. Là, l'étude de marché est indispensable parce qu'il va vous coûter 300, 500 euros. Mais le gain par rapport au coût de l'investissement est vraiment non négligeable. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, sur Paris, on est entre 4 à 5% de rentabilité brute. En Côte d'Ivoire, on est à 9%, au Cameroun, 8%, Sénégal, on est à 7% de rentabilité moyenne. Donc, acheter un bien à titre locatif est aussi rentable, mais il y a plusieurs garde-fous. Déjà, c'est la zone. Plus c'est proche de l'habitation, en zone habitée, où il y a l'eau, l'électricité et les commodités, plus c'est cher. OK? Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre avant d'avoir tout le budget nécessaire pour pouvoir faire ce type d'investissement, mais on peut faire aussi des investissements malins. C'est-à-dire que se positionner sur des biens qui sont en périphérie, OK, sur des projets qui sont entre 2 à 3 ans ou à 4 ans, parce qu'on sait qu'il y a un schéma directeur qui est sorti, il va y avoir une route ou bien il y a un projet d'université qui commence par sortir et tout. Donc, du coup, ça permet de profiter du boom immobilier et des investissements qui sont effectués par l'État. OK, donc, du coup, il faut toujours partir sur ce type d'investissement lorsqu'on a un budget plus modeste. Donc là, on est à moins de 100 000 euros pour son projet, par exemple. Comment bien investir dans l'immobilier en Afrique? Vous n'allez pas vous lever pour dire je vais investir en Afrique parce que j'ai vu une vidéo YouTube ou un tuto qui dit que tiens, l'immobilier en Afrique, c'est porteur. Non. Il faut rapporter le projet à soi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est pour avoir un cash flow à court ou moyen terme? Est-ce que c'est pour avoir un bien dans lequel on pourra habiter plus tard? C'est-à-dire, on est sur Repat Africa, donc je m'installe je reviens en Afrique pour mon activité dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est le moment de le planifier. Et ce type d'investissement, ce type de bien immobilier est différent du bien qu'on va faire parce qu'on veut des studios juste pour louer à des étudiants. On sait qu'on n'y habitera jamais. Sachant que c'est l'Afrique, donc du coup, si vous avez des liens avec ce continent-là, il faut dire, OK, peut-être que j'investis, mais demain, ça peut servir comme patrimoine pour ma famille. Donc, du coup, ça aussi, ça nous fait rediriger vers une autre stratégie. Peut-être faire un immeuble, un R+1, il y a la famille qui est en haut, il y a les locataires en bas. Donc, du coup, voilà. C'est vraiment la stratégie personnelle. Parce que le niveau de risque n'est pas partagé, mais il faut vraiment une stratégie personnelle. Qu'est-ce que je vais faire de mon projet? Il ne faut pas penser uniquement à son pays d'origine. Il y a dans certains pays, il y a des conditions de nationalité. Comme par exemple le Cameroun, on ne peut pas acheter un terrain si on n'est pas camerounais ou si on ne s'associe pas à un Camerounais. Mais il y a d'autres pays où on peut être français et acheter un terrain comme au Togo, comme en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal. Okay, il faut penser vraiment global parce que ça permet aussi de diversifier ces risques, sachant que dans certains pays, il y a des risques sociopolitiques, mais l'objectif final doit être en fait vous qui allez le porter. Profiter du boom foncier qu'on a en Afrique. Nous, on constate une croissance au niveau, par exemple, d'Abidjan, les biens ils prennent plus de 10% par an. Il suffit qu'il y ait une route qui passe et le terrain qui est proposé à 6 millions devient 8 millions. Comment savoir, en fait, estimer la valeur d'un terrain? Si le terrain, vraiment, qu'on vous vend, qu'on vous propose, a bien cette valeur-là. Là, c'est l'emplacement. C'est l'emplacement qui compte. Est-ce qu'il y a déjà des habitations? Est-ce qu'il y a, la zone est viabilisée avec la voirie et autres? Est-ce qu'il y a des projets de construction d'infrastructures? Est-ce que c'est un terrain qui est à l'angle du lotissement ou bien à l'angle de la rue ou bien au milieu? Il n'y a pas la même valeur.
Est-ce que l'axe qui dessert le terrain, c'est un axe principal ou un axe secondaire? Donc, toutes ces informations-là, vous devez les capitaliser et aller voir en fait le prix des terrains dans la zone. Ne pas fonctionner en macro, mais vraiment par zone immobilière, parce qu'un terrain qui est à Songon, par exemple, à Abidjan, ce n'est pas le même au niveau de la Riviera à Mbadong. Donc, du coup, c'est vraiment par zone qu'il faut évaluer et ne pas penser macro que oui, ok, mon ami il a acheté un terrain à 10 millions, moi aussi je veux un terrain à 10 millions. Ce qu'il faut savoir pour conclure, c'est que le meilleur investissement immobilier, ok, reste quand même l'investissement immobilier qu'on fait. Pourquoi je dis ça? C'est que depuis notre lancement, il y a de cela 4 ans, on rencontre plusieurs personnes qui veulent investir en Afrique, mais qui attendent d'avoir en fait tout le budget parce qu'ils visent un R+4, alors qu'ils ont le moyen uniquement d'acheter pour l'instant un terrain de 300 mètres carrés. Ils ne le font pas et ils attendent d'avoir le budget pour. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans 5 ans, le budget qu'ils avaient pour acheter un 300 mètres carrés dans une zone habitée, maintenant, ce budget correspond à un 100 mètres carrés, 40 km plus loin. Donc, du coup, ils n'ont pas profité du fait qu'ils avaient le potentiel d'avoir un bien à proximité ou bien dans les zones achalandisses, au moins d'acheter et de sécuriser le terrain avant de penser à l'étape suivante qui est la construction. Ils ont voulu attendre pour avoir tout le budget nécessaire et forcément, ils perdent déjà la plus-value, le potentiel, mais surtout, ils retardent le bénéfice. OK? Donc, du coup, il faut toujours penser à sa stratégie. Si vous voulez investir aujourd'hui dans l'immobilier en Afrique, il faut déjà penser au calendrier. La planification est importante parce que vous pouvez acheter un terrain aujourd'hui, construire dans 5 ans. Personne ne vous en empêchera du moment où le terrain il est valorisé, il est sécurisé. Ou bien vous pouvez commencer déjà une stratégie d'épargne pour pouvoir budgétiser, pour pouvoir avoir les moyens d'acheter le bien. Mais dans ce cas, il faut tenir compte de l'évolution des prix du marché et de l'inflation du boom immobilier en Afrique. Sur l'épargne, puisque j'en parle, je vais finir avec ça. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir un crédit immobilier en France pour un projet en Afrique, okay? Parce que les banques ne peuvent pas faire de saisie hypothécaire. Il y a plusieurs autres moyens. Les banques locales, avec lesquelles on travaille, il est vrai que leurs taux sont très importants, dans les 8% dans les plus bas, ou bien voire 10, 15, comme on peut retrouver au Togo, et qui demandent aussi des apports, 20 à 30% d'apport du projet global. De plus, souvent les conditions, c'est qu'ils veulent que vous ayez le foncier à votre nom avant de débloquer le prêt immobilier. Donc, ce sont des conditions qui freinent un peu la diaspora. Donc, pour pallier à ça, il y a le prêt personnel que vous pouvez avoir ici en France, qui est capé à 75 000 euros à 50 millions, mais qui permet vraiment de couvrir toute une partie du projet immobilier, ou bien des versements périodiques que vous pouvez faire dans le cadre de l'acquisition de votre bien, que ce soit en construction ou en achat de terrain. Avec Repat Africa, vous avez 500 euros de remise. Okay, si vous faites appel à nous, parce que nous sommes là pour sécuriser les projets immobiliers. Si vous venez à nous, vous avez 500 euros sur les frais de dossier ou bien sûr les frais d'acquisition de terrain. Merci beaucoup, Cara. Je te repasse la main. Merci Yao, merci, c'était très pertinent, très clair. On a des questions. Première question, bonsoir, j'ai des terrains en Afrique, au Sénégal précisément. Je souhaite dans un premier temps faire les papiers, titre foncier. Dans quelle mesure pouvez-vous m'aider? Oui, tout à fait, mais il faut voir aussi aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a comme document. Il faut voir déjà si le lotissement, ce n'est pas un lotissement anarchique qui peut avoir un titre foncier. Bien sûr qu'on peut l'aider et on est là pour ça. On fait les démarches administratives, bien sûr des terrains que nous on vend, mais aussi des terrains que vous avez déjà. Et on peut même sécuriser vos transactions, c'est-à-dire vous avez un terrain en vue, en discussion avec un partenaire tiers. On peut faire les contrôles et vous aider à sécuriser la vente.
Une autre question, avez-vous déjà réalisé des projets de construction au Togo? Si oui, quelle est la moyenne de coût de construction, par exemple, pour une villa de 4 chambres et un salon, par exemple? Il faut compter entre 20 et 25 millions. Ok, effectivement, on a réalisé des projets de construction. Là, la moyenne que je vous ai donnée, c'est vraiment une moyenne aussi au mètre carré, comme je vous ai dit. Chaque projet, il faut voir en fait la qualité des matériaux qu'on va utiliser, mais voilà, c'est la moyenne globale. Elsa qui demande, l'achat-cession de propriété est-elle validée par un notaire? Toujours, toujours, parce que le notaire permet vraiment de se porter déjà garant parce qu'il fait les contrôles, ok, des niveaux de contrôle que même nous, on n'a pas accès, c'est-à-dire qu'il est en mesure de savoir si la pièce d'identité du cédant n'est pas un faux, par exemple. Donc, du coup, ensuite, le notaire, le contrat notarié, c'est un contrat qui a de la valeur au niveau de l'administration. Autre question, qui authentifie les documents? Les administrations municipales? Comment se protéger contre la fraude? Là, il y a plusieurs niveaux d'authentification. L'authentification finale, c'est au niveau du ministère. Donc, souvent, les premiers documents sont attribués par l'administration municipale, les mairies, les collectivités autres. Ça, c'est le premier niveau de titre de propriété. OK. Donc, du coup, là, l'authentification se fait au niveau municipal. Mais cela ne suffit pas et ça ne vous couvre pas. Donc, c'est pour ça que quand vous allez acheter un terrain qui a ce type de document, donc il faut faire ces vérifications-là sur l'autorité qui l'a délivré, donc l'administration municipale, mais surtout faire les démarches administratives pour avoir en fait le titre de propriété finale qui est alors validé et tracé dans les documents de la conservation foncière nationale. OK, comme ça, là, vous avez votre nom au niveau du ministère et ça vous évite les doubles ventes, même si vous n'êtes pas sur place. OK, un point d'attention là-dessus parce que sa question est très pertinente. Pourquoi les doubles ventes sont souvent effectuées? C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, par exemple, on retrouve ce schéma-là. Vous avez le terrain qui a en fait un titre, une attestation villageoise. OK, donc du coup, la propriété du terrain est renseignée au niveau municipal ou au niveau local. Donc, quand on achète ce type de terrain, il faut faire ce qu'on appelle un compulsoire d'huissier. C'est-à-dire, il y a un huissier de justice qui va aller vérifier dans le guide foncier au niveau du village si vous êtes bien mentionné en tant que propriétaire, mais surtout, il va faire la notification auprès du ministère pour que même avant que les démarches administratives soient terminées, même avant la CD, votre nom figure accolé au terrain que vous avez acheté. Comme ça, le vendeur, après, si c'est un vendeur qui est malveillant, lui, il peut retrouver en fait un autre acheteur, il va lui dire oui, effectivement, le terrain, il m'appartient, allez vérifier au niveau du ministère s'il n'y a pas mon nom. Et si vous n'avez pas fait cette démarche-là, quand le nouvel acheteur va aller au ministère, il va trouver en fait le nom de l'ancien propriétaire. Donc, du coup, vous, le temps de faire les démarches pour faire cette modification-là, le terrain peut être vendu à plusieurs personnes et vous êtes dans de ça. Y a-t-il une liste des promoteurs agréés par pays? Où trouve-t-on ces informations? Bon, cela dépend des pays. OK. Forcément, il y a certains pays qui ont une liste de promoteurs, il y en a d'autres qui n'ont pas de liste de promoteurs. Mais il faut voir le terme promoteur en Afrique, ce sont ceux qui font en fait des promotions, des cités, ce ne sont pas les constructeurs. OK, il faut faire une différence entre celui qui va construire votre villa, OK, ou bien une, deux, trois habitations individuelles, que celui qui va faire la promotion de 500, 1000 et puis ou bien voilà des dizaines en fait de cités qui se ressemblent tous, qui ont un plan figé. Ceux-là, c'est vraiment ceux qu'on appelle promoteurs. Et là, ils ont des habilitations parce que souvent, ils travaillent avec l'État parce qu'ils font des programmes sociaux et tout. Donc, du coup, par exemple, au Togo, non, il n'y a pas de liste de promoteurs parce qu'on n'est pas dans ce schéma-là. Le constructeur n'est pas un promoteur. Un promoteur, lui, va faire une promotion immobilière, c'est-à-dire un programme de plusieurs logements dans un emplacement, un périmètre fini. C'est ça un promoteur. OK, voilà. Donc, du coup, c'est une promotion immobilière. Donc, alors que le constructeur, il est là, il veut s'il est habilité
Par exemple, donc du coup, lui construit, mais il construit votre maison selon votre plan, par exemple. Voilà, Ok. donc du coup, c'est différent du promoteur Ok. qui n'est pas là pour faire des maisons individuelles. Comment trouver ces architectes et est-ce qu'on peut faire un benchmark Comment trouver des d'architectes? architectes? Là, voilà, OK. Contrairement à d'autres formations, souvent, l'Ordre national des architectes publie la liste des architectes agréés. Maintenant, comment faire un benchmark? C'est un benchmark des architectes ou bien comparer les architectes. Là, c'est plutôt sur le style. Là, la liste est là des ordres nationales de l'architecte. Et après, les comparables, c'est vraiment le style et puis votre projet. Hein. C'est comme ça que vous pouvez comparer. Question de Abdullah qui demande quelle est la durée moyenne de la procédure d'obtention d'un ACD en Côte d'Ivoire? Ah, très bonne question. Quelle est la réponse? La réponse de l'administration sur leur site Internet ou bien la réalité? Parce qu'il y a vraiment un gap. Sur la réponse officielle, ils vont dire ouais, qu'on peut avoir à 3 à 6 mois. OK, mais ça dépend. La réalité, ça peut aller à 2 ans, voire même plus. L'administration s'améliore au fil du temps parce qu'ils ont même mis en place un portail de suivi qui est plus ou moins à jour, ok, mais ils font des efforts pour pouvoir réduire cette procédure-là. Et il faut savoir que ça dépend aussi des services. C'est-à-dire, en fonction de la zone où on dépose l'ACD, il y a des services qui réagissent plus, la célérité du service, qui traitent plus. Donc, des fois, il nous est arrivé de faire des dépôts d'ACD pour des lotissements à Bergerville qui vont plus vite que ceux de Beaunois. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment variable. Mais on peut dire que, bon, en un an, normalement, ça doit sortir, quoi, s'ils sont pas lents. Quelles sont les villes en Afrique où le taux de rentabilité est le plus élevé aujourd'hui? Quels sont les marchés les plus prometteurs en termes d'investissement immobilier? Ben, ça, je pense que c'est une question. Dans les différents pays, dans les 5 pays dans lesquels on est implanté, je sais que pour ceux qui ont un budget modeste, la Côte d'Ivoire est plus prometteur. Pourquoi? Parce que déjà, ils communiquent sur les chantiers, les grands chantiers qui viennent. C'est-à-dire, ils mettent en place des schémas directeurs, donc c'est-à-dire les futures voies, les futures autoroutes, les futurs ponts qui sont déjà des fois même en chantier. Donc, on a cette visibilité-là sur le futur qui est plus ou moins clair. Donc, on peut choisir déjà les zones d'investissement immobilier qui, dans 2, 3 ans, seront profitables. Donc, après, en dehors de ce contexte-là, si le budget est plus conséquent, donc on pourra aller se retourner vers le Sénégal, vers Dakar, mais avec un budget beaucoup plus conséquent. C'est-à-dire, là, on part sur un bien haut de gamme et qu'on valorise immédiatement par la revente. Mais ça, il faut avoir des budgets de plusieurs centaines de millions. Combien coûte la sécurisation d'un achat d'un terrain au Sénégal? OK. Obtention d'un bail plus clôture du terrain. OK, la clôture, évidemment, ça dépend de la superficie du terrain. Donc, du coup, ça, c'est du spécifique. L'obtention d'un bail aujourd'hui, il y a quel document là-dessus? Sachant qu'au Sénégal, on est à 8% de frais de notaire. Comment ça a été acheté? Vraiment, voilà, c'est trop spécifique pour que j'en puisse donner une réponse. Coraline qui demande en matière d'imposition, quelles sont les modalités? Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. On doit déclarer les biens qu'on possède à l'étranger aux impôts. Okay. Il y a des pays qui ont des accords avec la France, par exemple pour ce cas, ces accords qui évitent la double imposition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des impôts et taxes à payer. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a 3% sur les revenus locatifs. Il y a des taxes qu'on paye, la TVA par exemple, 18%. Il y a des impôts locaux. Toute la difficulté au niveau de l'Afrique, c'est que ce n'est pas entre ce qui est mis dans le document et la réalité en termes de collecte. Donc, du coup, il y a un delta. Donc, parce que souvent, c'est sur la base lors d'un contrôle ou bien c'est sur la base de déclaration. Mais quand on fait appel vraiment à une agence immobilière sérieuse de la place, il faut compter ce fait. C'est-à-dire payer, avoir le revenu locatif, ensuite déduire les impôts que vous avez à payer
soit des impôts que vous avez déjà payés lors de la construction de l'achat, ou soit des impôts qui viennent des revenus locatifs. Il faut toujours, pour les biens comme ça, avoir un compte bancaire dans le pays. C'est-à-dire pour éviter les transferts de fonds permanents et périodiques de l'Afrique vers votre compte bancaire à l'étranger. Ça va vous coûter des frais et puis ça va plus vous pénaliser qu'autre chose. Wizodia vend des maisons déjà construites ou des maisons délabrées? Non, on ne vend pas de maisons déjà construites, des maisons délabrées. On ne l'a pas en catalogue. Sur des projets comme ça, si vous voulez acheter une maison déjà construite, on fait vraiment une recherche personnalisée pour vous. C'est-à-dire le marché étant tel quel, c'est-à-dire assez serré où l'offre et la demande sont en temps réel, le temps de constituer un catalogue sur lequel on aura vérifié le propriétaire, vérifié les documents du bien, vérifié le type de bien et le mettre en catalogue et attendre que quelqu'un vienne l'acheter. Le jour où vous allez venir, on va dire que non, qu'il est déjà acheté. Donc, du coup, on préfère vraiment poser le projet et faire une recherche personnalisée en fonction de votre demande. Alors, il y a Abdullah qui demande, est-ce que les ventes de logements disponibles de logements et terrains sur Wizodia, notamment en Côte d'Ivoire, ont-ils déjà des ACD? Ça dépend. Les terrains disponibles, il y en a qui ont déjà des ACD et il y en a qui n'ont pas d'ACD. Okay? Un terrain qui dispose d'ACD a un coût très important. Et comme je vous ai dit, les terrains en périphérique, c'est-à-dire qu'ils proviennent de lotissements neufs sur lesquels on peut se positionner. Souvent, ils sont fournis avec l'attestation villageoise. Mais quel que soit le document, c'est nous, Wizodia, nous accompagnons l'acheteur jusqu'au titre foncier, jusqu'à l'ACD. Et notre prestation ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas ce document-là. Donc, tous nos terrains que nous vendons sont soit avec l'ACD ou soit avec la procédure d'obtention de l'ACD. Question de Bambo qui est super intéressante et je crois que tu n'as pas parlé de ça, Yao. C'est bonjour, est-ce que vous pensez qu'une application de traçabilité est indispensable pour la sécurisation de l'achat d'un terrain en Afrique? Et vous, je crois que vous faites ça chez Wizodia. Oui, mais en fait, on est limité aussi. C'est-à-dire que nous, on est limité par rapport au terrain que nous, on propose. On a mis en place une plateforme qui permet d'avoir de la visibilité et de la traçabilité sur toutes nos transactions immobilières, que ce soit l'achat de terrain ou la construction. Mais si vous parlez en fait de manière générale, c'est-à-dire comment sécuriser l'acquisition du foncier en Afrique, il faut savoir que la difficulté aussi sera au niveau du cadastre pour pouvoir immatriculer chaque terrain. C'est facile ici en France parce que tout est déjà normé, mais en Afrique, il y a plein de terrains dont on ne sait même pas l'historique. Donc, c'est au fur et à mesure des transactions que ces terrains-là reviennent dans le processus administratif classique et on peut leur attribuer un numéro et on peut les tracer. Okay? C'est là où on rentre en compte. Mais avoir à penser, il y a un projet qui s'est fait aussi au Ghana où avec la blockchain et tout, ils veulent immatriculer les terrains et le cadastre. C'est assez difficile parce que ça nécessite l'implication forte aussi de l'État et ça prend du temps parce qu'on part vraiment de très loin. Ouais. Alors, deux questions sur le Togo. Ouais. Première question, c'est combien de temps pour l'obtention du titre foncier au Togo? 8 mois. 8 mois en moyenne, ouais. Si on part de rien, bon, de pas grand-chose. Deuxième question, c'est si on a un terrain au Togo, mais pas tous les tampons ou la signature d'un notaire. Donc là, il est dans l'attente d'être sur place pour signer. Est-ce que son investissement est à risque? Donc, du coup, aujourd'hui, il a l'attestation de vente. OK? On ne va pas dire que tous les investissements sont à risque parce qu'il n'y a pas de tampon ou bien de titre foncier. Sinon, on ne fait rien. Mais il faut faire des vérifications. Bon, j'espère que ça a été fait. C'est sur le cédant. Le souci, en fait, c'est vraiment au niveau du propriétaire. Est-ce qu'il est habilité à vendre? C'est vraiment ça, parce que souvent, ces terrains-là, ce sont des terrains qui soit proviennent d'héritage et autres. Donc, du coup, il y a plusieurs ayants droit. Et quand il y a plusieurs ayants droit, quand quelqu'un te vend le terrain, les autres, ils vont dire, ils vont se lever plusieurs jours ou plusieurs années plus tard pour contester la vente. Mais une fois où vous êtes sûr que c'est le propriétaire qui vous a vendu, donc l'attestation de vente, c'est juste la phase pour pouvoir faire le titre foncier. Vous n'êtes pas totalement sécure, mais bon, vous êtes sur la bonne voie si vous lancez les démarches dans les médias. Okay? Et surtout, il n'est pas obligé d'être sur place pour signer chez le notaire.
parce que vous pouvez faire ce qu'on appelle une procuration notariée. Une procuration ici dans un cabinet de notaire, ça coûte 75 ou 80 euros en fonction du cabinet. Et le notaire atteste, parce que vous avez signé devant lui avec les documents d'identité, que cette procuration-là est valable sur le plan juridique. Et donc, du coup, avec ça, vous pouvez faire les démarches si vous faites appel à un tiers de confiance sur place. Ok, Yao, il y a encore juste quelques questions. Il y a Moussa qui demande, il est malien, il se rend compte que le marché togolais est bien dynamique. Est-ce que Wizodia peut l'accompagner pour réaliser son investissement là-bas, même s'il ne connaît pas le marché? Oui, tout à fait. On trouve dans notre portefeuille de clientèle beaucoup de non-nationaux pour les investissements immobiliers. Par contre, vu qu'il est malien, pour acheter un terrain au Togo, il faut avoir soit la nationalité togolaise ou soit la nationalité française. Après, pour toutes les autres nationalités, il faut en fait une autorisation administrative ou soit monter un schéma de type société pour pouvoir être propriétaire foncier. Mais bon, ça sont des règles voilà, en fonction de ce qu'il veut faire en tant qu'investisseur, on pourra l'orienter. Ok, et dernière question, c'est quels sont les honoraires de Wizodia pour les différentes prestations? Pour l'achat de terrain, donc du coup, on n'a pas d'honoraires. Nous, en fait, on évolue uniquement sur les dossiers, les ouvertures de dossiers pour les projets de construction. L'ouverture de dossiers qui sont en moyenne de 700 euros en fonction du type de projet. Là, vous avez 500 euros de réduction, donc ça vous revient à 200 euros d'ouverture de dossier pour les projets de construction. Ensuite, il faut savoir que nous, comment on fonctionne. Wizodia, nous avons déjà en fait un réseau de partenaires, de professionnels immobiliers qui travaillent avec nous, c'est-à-dire des architectes, des notaires, des géomètres, des constructeurs, des cabinets d'études et même des banques. Ces partenaires-là sont très validés avant qu'on ouvre un pays. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas partout, parce que tous nos partenaires sont déjà qualifiés. Qualification administrative, vérification des références et puis vérification des garanties. Donc, cela nous permet vraiment d'offrir en fait une tarification semblable, même si vous faites appel à quelqu'un d'externe. Parce que ce n'est pas vous qui payez, ça ne vous revient pas plus cher, parce que ce sont ces partenaires-là qui nous rétribuent, parce qu'ils font partie de notre écosystème et qu'on leur apporte du business. Voilà comment on fonctionne. Et je reste disponible pour toute question, pour toute sollicitation. Nous avons nos bureaux ici à La Courneuve sur rendez-vous à cause du confinement, mais bon, oui, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci. Ouais, merci à toi, Yao. N'hésitez pas, contactez-le. Là, il y a son mail et vous verrez par vous-même en fait que c'est du solide. Merci. Top. Merci beaucoup. Merci à tous. À la ciao, prochaine. ciao. Prenez soin de vous. Salut. Ciao. Salut.